bonjour à tous. Merci infiniment de m'accueillir. Merci à Jean, Ousted, professeur. Merci à l'imam qui est ici, à Rachid et à tout le monde et à vous tous en particulier. Je me sens bien petite et bien faible. C'est l'introduction. Comme il y a une traduction en arabe pour les pharaons qui sont là, il faudrait que ça soit un peu plus long. Ça va? Oui. Alors celui-là marche plus. Voilà. Et bien sûr, par rapport à vous tous qui avez expérimenté dans votre chair la difficulté de ce qui vient d'être exprimé, je me sens quand même bien petite et bien faible. Mais c'est vrai que mon engagement a commencé, je peux dire, au Parlement européen, avec d'autres dans le sang. Cela a commencé très clairement avec les massacres de la cathédrale de Bagdad, où nous avons pu inviter ensuite très rapidement les responsables religieux qui étaient à proximité, responsables de la cathédrale et qui avaient survécu au massacre. Et c'est vrai que nous avons pu voir beaucoup de monde au Parlement européen tout de suite, mais quelques jours après, je dirais quelques semaines après, bien que le calendrier, l'agenda de toutes les visites était gardé extrêmement confidentiel, à moins de 10 personnes étaient au courant de toutes les visites que nous allions faire, eh bien, quelques semaines plus tard, enfin très rapidement ensuite, d'autres personnes sont arrivées, ont refait exactement le même parcours, ont revu exactement les mêmes responsables, c'est-à-dire le président du Parlement européen, le responsable de la délégation Irak et d'autres personnes encore. Nous avions vu toutes les autorités qui pouvaient comprendre le message. Eh bien, quelques semaines plus tard, d'autres visiteurs sont arrivés. Ils avaient notre agenda, alors que l'agenda avait été limité à 10 personnes à peu près. Ils l'avaient. Et ils sont allés voir absolument tous les officiels du Parlement européen pour leur dire exactement l'inverse. Et nous avons pu retourner, parce que malheureusement il y a encore eu des attaques, avec des parlementaires du Kurdistan, revoir ces autorités qui disaient « Ah, mais j'ai vu vos collègues, il y a un mois, ils sont venus me voir, des parlementaires chrétiens du Kurdistan sont venus nous voir. » Et les parlementaires avec qui nous étions, donc chrétiens du Kurdistan, disaient « Mais c'est qui? Parce que nous sommes 5 personnes, donc nous savons qui vient au Parlement européen. » Ah, mais voilà, les cartes de visite. Et ils nous ont même donné le drapeau de l'Irak. Ils nous ont bien dit qu'ils venaient parler au nom des chrétiens d'Irak. Eh bien, en l'occurrence, je peux vous dire que ce n'étaient pas des Irakiens. Les parlementaires chrétiens du Kurdistan étaient soufflés. Et en fait, parmi les 10 personnes qui étaient dans ma délégation, des prélats, eh bien, il y avait une personne on a pu identifier, avait tout transmis à des autorités étrangères qui sont venues pervertir notre message. Tout cela pour vous dire que le lobbying dont Jean est un expert est une chose absolument indispensable et nécessaire. C'est-à-dire, il faut impérativement, si vous êtes ici en France, que vous alliez voir les autorités qui parlent de la situation, de la liberté religieuse, des chrétiens au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. C'est absolument essentiel parce que le système de désinformation est extrêmement en place. Nous avons eu la visite du cardinal Naguib, qui était le cardinal copte catholique, qui a maintenant été remplacé par un autre patriarche. Et il est allé voir le président de la Commission européenne, qui était à l'époque José Manuel Barroso, et qui était là avec ses 2 conseillers. Et José Manuel Barroso a dit très clairement au cardinal Naguib
Oui, 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 mais vous savez, nous avons extrêmement de très bons contacts en Égypte, nous avons de très bons experts et nous sommes très au courant de la situation, ne vous en faites pas. Nous avons en particulier pu nouer un excellent dialogue avec les frères musulmans. Alors le cardinal Naguib lui a dit, mais est-ce que vous savez avec qui vous parlez, avec qui vous prenez la parole? Et oui, 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 mais il nous informe très régulièrement, il nous informe beaucoup, et nous sommes tout à fait d'accord avec vous, il faut absolument que nous continuions à travailler avec les frères musulmans. Alors le cardinal lui a dit, mais écoutez, Président, est-ce que vous connaissez la charte des frères musulmans de 1928? Alors, il a dit oui, bien sûr, mais vous savez, le temps a passé, maintenant ce sont des personnes qui sont démocratiques et qui ont complètement changé leur point de vue, qui sont des personnes tout à fait éduquées, très cultivées, et sont très capables de devenir des bons collaborateurs pour faire avancer la démocratie dans vos pays. Alors le cardinal lui a dit, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont changé de stratégie ou est-ce qu'ils ont simplement changé de tactique? Alors le président s'est retourné vers les experts et il a dit, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne correspond pas, il n'est pas du tout enthousiaste comme vous le dites. Enfin bref, pour vous expliquer que la désinformation fonctionne pratiquement en temps réel. C'est-à-dire qu'on va courir pour donner le message et vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes qui vont suivre, il va y avoir des personnes qui ont un agenda qui n'est pas l'agenda du respect de la dignité humaine et de la liberté, bien évidemment, pas de conscience et de religion encore moins. Ces personnes-là vont tout de suite être sur place, ils vont tout de suite reprendre le message et vont pervertir ce que vous dites et ils vont le pervertir en votre nom. Donc c'est une situation qui nécessite une vigilance extraordinaire, une vigilance énorme. Et je ne peux vous demander qu'une seule chose en sortant de cette salle. Si vous entendez quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas juste en conscience, vous devez vous lever et vous devez immédiatement aller voir les responsables qui sont simplement naïfs et peut-être ils ne sont pas très intéressés non plus. Mais il faut leur dire gentiment, en les respectant et en les appréciant, voilà ce qui se passe, et donnez simplement votre histoire, votre témoignage, parce que ce que vous vivez, ce que certains ont vécu, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus que tous les livres et toutes les théories que l'on puisse connaître. Voilà. Alors, en pratique, comment faire? Moi, j'ai été ensuite mêlée à différentes actions. Entre autres, nous avions organisé une conférence à Jounieh, au nord de Beyrouth, au Liban, à l'université Saint-Esprit de Kaslik. C'était sur le futur des chrétiens au Moyen-Orient. Et nous avions absolument toutes les communautés, je ne dis pas les minorités, toutes les communautés libanaises, plus les représentants du Moyen-Orient qui sont venus. Jean était parmi nous également. Il y avait des personnes aussi bien de Syrie, d'Irak. Il y avait le professeur Naguib Gobraïm qui était là aussi, avec toute une belle délégation d'Égypte. Ils ont eu un atelier avec des Kurdes qui étaient là, des Kurdes irakiens, des membres du Hezbollah libanais. Donc, le professeur Naguib Gobraïm a eu l'occasion de parler sur des sujets qui fâchent. Vous pouvez trouver un peu des résumés de notre travaux sur un petit blog que nous avons fait qui s'appelle The Future of Christians in the Middle East, et c'est sur wordpress.com, c'est facile à trouver. Et voilà, je pourrais parler encore longtemps, mais je crois que j'ai déjà dit suffisamment. Je peux parler de certains points clés que vous pouvez retrouver dans ces actes, entre autres l'éducation à la citoyenneté pour tous, l'éducation au vivre ensemble pour tous. Il est extrêmement important d'expliquer aux autorités que
il faut impérativement un État civil, et je dis express civil pour ne pas dire laïque, parce que civil veut dire que l'on inclut le fait religieux, et c'est très important de respecter la foi, c'est ce que nous en France nous ne faisons peut-être pas assez. Il est extrêmement important de pouvoir parler un langage de citoyenneté inclusive pour tous, dans le respect des différences, des diversités, parce que c'est ça la richesse de toutes les communautés. Et juste pour terminer, je voudrais vous donner un petit point personnel, parce que je viens d'une région qui s'appelle l'Alsace, et je viens de découvrir, à l'occasion de la restauration de l'orgue de la cathédrale de Strasbourg, que à côté de l'orgue, donc c'était au début du Moyen-Âge, il y a presque 1000 ans, on avait fait 2 petites statues. Et il y a une petite statue très curieuse, c'est un nom alsacien, c'est le Rohrhof. Je ne sais pas si Irène Maher connaît, le Rohrhof, c'est le singe qui souffle dans les tuyaux. Alors qu'est-ce que c'est un singe qui souffle dans les tuyaux de l'orgue? C'est que ce singe, c'était une personne qui se mettait dans le chœur, dans la nef, derrière l'orgue, et quand l'évêque prenait la parole, tout le monde savait dans la population ce qu'il disait, c'était plus ou moins vrai ou pas vrai, mais bon. Eh bien en Alsace, depuis le début du Haut Moyen-Âge, il y avait quelqu'un qui prenait la parole et qui ouvertement criait pour critiquer l'évêque, qui interrompait l'évêque, qui était capable de dire très fort ce que les gens pensaient tout bas, et c'était respecté. Et l'Alsace est encore toujours aujourd'hui une région où vous avez toutes les religions qui sont bien représentées et bien accueillies. Pourquoi? Parce que la société alsacienne de Strasbourg était une société civile qui était très forte. Bien évidemment, les enfants pouvaient aller à l'école, les filles aussi. Il était possible d'instruire tout le monde. Il était possible de créer des associations. Il était possible de créer une société civile où la prospérité pouvait se développer. On a pu développer une classe moyenne. Et ça, c'est très important pour les pays du Moyen-Orient et ailleurs, c'est de pouvoir donner aux personnes un pouvoir économique, de pouvoir être suffisant, parce qu'on sait bien que le terrorisme naît dans la pauvreté, dans la précarité ou dans le déséquilibre de la famille. Alors, quand on peut développer des familles saines et une société saine, on peut aller jusqu'à critiquer, à l'époque c'était l'évêque, donc le responsable religieux de l'Alsace, et en même temps, chacun avait sa place, et on a pu accepter, accueillir la 2e plus grosse communauté juive d'Europe. Il y a actuellement à Strasbourg toutes les confessions protestantes possibles et imaginables. Il y a une communauté musulmane également. Et voilà, c'est un chemin, simplement un témoignage que je voudrais vous donner pour vous dire qu'il existe actuellement des lieux en Europe où on peut vivre ensemble, on peut bien vivre ensemble. Et c'est vrai que certains le payent encore au prix de leur sang, mais que nous avons un très bel avenir si nous sommes tous debout et prêts à agir quand nous sortirons de cette salle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup. J'ai eu vraiment le plaisir aussi de l'accompagner avec nos amis qui sont venus d'Égypte. C'était une conférence à Beyrouth que Catherine avait toute la charge d'organiser pendant 3 jours. Et il y avait des gens qui sont venus d'Irak, bien sûr des Libanais, il y avait un certain nombre de députés européens qui étaient là. Il y avait Naguib, qui est le président de l'organisation l'Union égyptienne des droits de l'homme, avec toute une équipe qui était venue. Et c'était vraiment un lieu de dialogue, de compréhension. C'était en 2011, dans un contexte qui était très difficile à cette époque-là. Nous changeons maintenant évidemment de contexte, heureusement. Bon, donc on a la chance que Catherine est alsacienne et ma femme est alsacienne. Et puis finalement, on découvre qu'on n'habitait pas très loin, donc les parents d'Irène, c'était pas très loin. Donc de temps en temps, comme ça, on peut se voir et discuter sur les événements et les organisations de ce qu'on doit faire avec le Parlement européen. Question pratique pour les questions et réponses. On a prévu une partie